Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole, votre émission. Et je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous, mais surtout, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de Nouvel An, mais aussi surtout de la fête de Noël. Cette année a été une année difficile pour nous tous. Et comme nous sommes en train d'atterrir, c'est avec joie que je veux vous présenter mon invité de ce jour, parce que je considère cette émission comme un cadeau que je vous offre à vous, amis téléspectateurs, pour cette fin d'année. Pourquoi je parle d'un cadeau? Parce que l'invité d'aujourd'hui, au-delà de sa fonction éminente, puissante, c'est un homme de partage, c'est un homme, un humain, comme on en rencontre très peu. Dans le hasard de notre métier, j'ai eu le plaisir, et d'ailleurs aujourd'hui l'occasion, de rencontrer son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Kinshasa, avec qui, avec quelques échanges, nous sommes arrivés à comprendre que les hommes, quand ils ont la bonne volonté, ils peuvent faire de grandes choses. C'est donc lui mon invité. C'est donc une émission qui est une émission de conversation, une émission d'amitié, une émission que je voudrais mettre sous le label du partage d'expérience, parce que c'est un homme d'expérience. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Carlos Robles de Fraga. Oui. Vous venez d'Espagne pour représenter les royaumes ibériques. Oui. Vous êtes dans notre pays depuis moins de deux ans, une année. Mais en même temps, vous avez une longue expérience. Vous avez commencé la diplomatie en 1979 et vous avez fait beaucoup d'autres fonctions. Vous avez été ambassadeur en Guinée équatoriale, oui. Mais vous avez aussi été ambassadeur dans un pays aussi passionnant que le Chili. Tout à fait. Voilà. Donc, je disais que c'est une émission cadeau parce que je voudrais vraiment tirer de vous un certain nombre d'expériences, des anecdotes et pourquoi pas montrer que nous ne sommes pas seuls, qu'en tant que peuple, en tant que nation, nous avons des amis. Et les amis, il faut savoir les célébrer. Mais ma première question, elle est d'abord destinée à vous faire connaître un peu à nos téléspectateurs pourquoi vous avez choisi de faire carrière dans la diplomatie. Bon, pour commencer, merci beaucoup de m'avoir invité à votre programme. C'est pour moi un honneur, mais c'est aussi un peu un moment, je ne dirais pas difficile, mais où il faut être prudent, parce qu'un ambassadeur doit être prudent et surtout discret. Et la télévision, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est ni la discrétion. Ni la discrétion. mais quand même, je pense que oui, il y a des expériences. Comme vous voyez, je ne suis pas très jeune. Je peux vous dire, assurer qu'il y a quelques années, même j'avais des cheveux. Malheureusement, j'ai commencé effectivement en 79 ma carrière diplomatique. Au fond, je dois reconnaître, parce que mon père aussi avait été diplomate. Alors là, j'ai suivi un peu les parcours familiers. Et parce que à la maison, on parlait de ça, on parlait des relations internationales, on parlait des relations d'Espagne avec d'autres pays. Et on écoutait des histoires. On avait vécu, ma famille avait vécu en Colombie, j'étais trop petit. 3 de mes frères et sœurs sont nés là-bas. 2 sœurs sont nées au Maroc, où mon père après était consul. Donc, on avait voyagé, et puis on a recalé à Madrid pendant très longtemps, parce que lui, il a commencé un peu la politique. Et donc, il y avait de la politique, il y avait de la diplomatie, et tout ça m'intéressait beaucoup. J'ai étudié le droit, donc je fais ma carrière, et finalement, je me suis rendu compte que je ne serais jamais un bon avocat. Et que peut-être je devrais choisir une autre chose. Vous êtes devenu aujourd'hui l'avocat attitré du Royaume d'Espagne. Oui, c'est tout à fait. Vous parlez, voilà, donc vous n'avez pas perdu de vos talents. Alors, évidemment, déjà, vous faites une distinction nette entre être politique et être diplomate.
la politique et la diplomatie. Pourquoi vous distinguez les deux? Parce que c'est absolument nécessaire. Je suis un diplomate, je ne suis pas un politicien, même si je dois dire, je viens d'une famille très politique. Mon père a été sénateur, ministre, mon oncle a été, un oncle à moi, biologique, a été le fondateur d'un grand parti démocrate chrétien espagnol. Donc je connais un peu de la politique, mais moi, je pense que pour être un politicien, il faut avoir des qualités que je n'ai pas. Je suis un bureaucrate, oui, si vous voulez, mais un bureaucrate qui aime l'histoire, qui aime la politique et qui pense que l'administration est essentielle pour faire une partie du parcours que toutes les sociétés doivent faire. Et donc, c'est un parcours qui doit être fait d'abord ensemble entre, par une part, l'administration et d'autre côté, l'initiative privée. Tu dois avoir le deux ailes de l'avion pour que la nation va en avant. Et moi, j'ai décidé d'être du côté l'aile de l'administration. Alors, quand nous évoquons l'histoire de l'humanité, nous remarquons effectivement que l'Espagne a joué un rôle important dans la construction même de la conscience de notre planète. Oui. Avec l'époque des conquistadors et l'ensemble de l'aventure de conquête. Mais aujourd'hui, si nous parlons des très grandes puissances dans le monde, on ne met pas encore l'Espagne. Mais ma question n'est pas celle-là. Ma question, c'est comment un pays peut arriver à jouer un rôle historique essentiel et puis à laisser la place aux autres et à vivre dans la discrétion. Bon, je dois dire que ça, c'est un mystère. On ne sait pas. Je pourrais vous dire des raisons, mais vraiment, on ne sait pas. À un moment donné, en Europe, une extrémité de l'Europe, l'Espagne et le Portugal, les deux, chacun dans des voies différentes, ont fait un effort d'exploration énorme. Et nous, on est arrivés à l'Amérique et on a, entre guillemets, découvert l'Amérique pour le reste du monde. On ne savait pas que ça existait. Évidemment, les gens qui vivaient là-bas, ils se connaissaient. Mais ils ne se connaissaient pas tellement entre les uns avec les autres. C'était vraiment des îles séparées les uns des autres. Et bon, les Portugais sont arrivés où aujourd'hui est le Brésil, et surtout ils sont allés du côté de l'Asie en tournant l'Afrique, ils sont arrivés au royaume du Congo par exemple, dans un effort d'exploration énorme. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est tout un ensemble de circonstances. Bon. Et alors c'est vrai, l'Espagne est devenue un grand empire qui avait des provinces un peu partout dans le monde, et qui était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la première globalisation. On ne peut pas comprendre, par exemple, les connaissances qu'on a eues entre l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Cette connexion a été faite en grande partie grâce à un empire qui était l'empire hispanique, qui a eu des conséquences culturelles, économiques énormes. Par exemple, la pomme de terre, les maïs, sont venus dans des bateaux espagnols en Europe et de l'Amérique. Et en même temps, nous avons amené là-bas le cheval, le chien ou la vache. Et aujourd'hui, tout le monde pense que le western américain, c'est une invention américaine. Mais non. Les premiers gens qui ont fait les premiers cowboys, c'était des Espagnols. Et il y a des gravures du XVIIIe siècle où on les voit dans les plaines américaines, faisant ce qu'après, dans les films de Far West, on fait les cowboys. Oh, mais chacun raconte son histoire en fonction de ses objectifs. Mais il y a un exemple, si vous me permettez, qui est très clair. C'est la rumba congolaise. La rumba congolaise, c'est un rythme qui est né en Afrique, a voyagé en Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique espagnole, est rentré d'une certaine façon à Cuba, est devenu à Cuba toute une série de rythmes qui sont retournés après ici. Donc, vous voyez cet échange culturel extraordinaire. Bon, ça a commencé un peu avec l'Empire hispanique. Que reste-t-il aujourd'hui de ce que je peux appeler l'esprit des conquistadors? Qu'est-ce qui reste à l'Espagne? Bon, je pense qu'il reste le désir de connaître, de sortir
et de voir le monde. Nous avons surtout, d'un point de vue économique, nous avons par exemple aujourd'hui des investissements très importants, tantôt en Amérique latine comme aux États-Unis. C'est assez, des milliards et des milliards d'euros ont été investis par des compagnies espagnoles en Amérique latine et aux États-Unis. Et maintenant, on commence à penser que peut-être il faudrait faire quelque chose de semblable, peu à peu, avec prudence, dans toute la côte atlantique de l'Afrique. Pour nous, l'Afrique, c'est Atlantique, c'est la nouvelle frontière. D'accord. Évidemment, nous parlons toujours de l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne moderne, l'Espagne d'aujourd'hui, c'est aussi l'Espagne du football. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Espagne sans parler de Real de Madrid et de Barcelone. Oui. Je ne veux pas vous demander à vous ici de quelle est l'équipe que vous supportez. Mais c'est très facile. Moi, je suis né à Madrid. Donc vous êtes Real de Madrid. Je suis plutôt du côté des équipes de Madrid, parce qu'il y en a plusieurs. Oh, d'accord. Il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai, c'est normal. Mais alors, donc, vous êtes, quand vous regardez maintenant cet engouement, parce qu'aujourd'hui, sur la planète Terre, aujourd'hui, les matchs de football, surtout la Ligue espagnole, aujourd'hui, nous sommes autour de 500, même 1 milliard de téléspectateurs pour un match de 90 minutes dans un stade à Barcelone ou à Madrid. Ça remet quand même l'Espagne au premier plan, mais nous ne sentons pas les Espagnols s'enorgueillir. C'est comme si vous avez dit, bon, c'est un phénomène qui est chez nous, nous le laissons à la consommation du monde. Comment vous vivez ça? Non, je pense qu'on est... Par contre, écoutez, les suiveurs du Barcelone et du Real Madrid sont très orgueilleux de leur équipe. Oui. Et très tôt, on verra deux grands matchs, Real Madrid-PSG. Ça sera terrible, hein? Ça, c'est la grande finale, au fond. On verra qu'est-ce qui se passe. Ça sera terrible. Et ça sera vraiment... Donc, non, on est très orgueilleux de nos équipes. Ben, on est très passionnés. Je pense que, par contre... mais c'est vrai que les équipes ont aussi, comme les nations, des moments où ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Real Madrid a passé quelques années horribles, tandis que le Barcelone était au sommet. Maintenant, c'est un peu le contraire. Pourquoi, je ne sais pas très bien. Je ne suis pas technicien du football. Mais non, mais on est passionné quand même. Et nous, quand nous observons effectivement ces performances sportives, on se rend compte qu'il y a une politique d'intégration quand même des talents venus d'autres pays. Mais oui, évidemment. On parle de Ronaldo, on parle de Messi, ce sont quand même un Portugais et un Argentin. Oui. Qu'est-ce qui fait que dans l'esprit espagnol, on ait pu intégrer ce genre d'attitude? Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut trouver les talents où ils sont. Et si un talent vient de Cameroun, comme à l'époque Eto'o, on prend Eto'o. Et si c'est un jour il y a un grand joueur congolais, je suis sûr qu'il sera pris par un équipe. Nous l'espérons. D'ailleurs, il y a eu de grands joueurs congolais qui ont joué en Europe. Nous allons évoquer, avant d'entrer dans votre propre carrière, 2 autres faits liés à l'Espagne, parce qu'il faut quand même qu'on connaisse l'Espagne. Un autre fait, c'est le fait que l'Espagne a quand même connu, je ne peux pas appeler l'invasion, mais quand même la présence arabe. Oui. Pendant des longues, je crois, des années durant. Comment la civilisation espagnole a su, quel type de rencontre il y a eu? Bon, je dois dire qu'il y a toutes sortes de rencontres. Il y a eu l'amour, il y a l'haine, il y a eu la guerre, il y a eu la paix. C'est une relation qui a beaucoup changé parce que ça a duré 800 ans. Donc, 8 siècles. 8 siècles. Présence arabe. Présence arabe, 8 siècles. Vraiment, qui a fini en 1492. Ça, c'était le moment où finalement, ils ont été vraiment... ils ont dû abandonner, ils ont été expulsés parce qu'ils ont perdu le dernier des royaumes, qui était les royaumes des Grenades. Mais en même temps, il faut reconnaître, et nous le savons, que la culture arabe à l'époque était au maximum de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que la culture islamique dans les siècles 12, 13, etc.,
était beaucoup plus haute que, par exemple, la civilisation occidentale. Il y avait des mathématiciens, des astronomes, des médecins, des poètes merveilleux. Et beaucoup d'eux étaient espagnols ou ibériques, si vous voulez. Mais finalement, il y a eu un clash des religions. À l'époque, la religion était très importante. C'était un peu une façon de, définir ta personnalité. Tu n'étais pas de gauche ou de droite, tu étais catholique ou musulman. Et bon, c'était pas facile à l'époque. C'était pas seulement en Espagne. Un peu partout, il y a eu l'Empire ottoman, par exemple, a envahi une partie de l'Autriche, toute la Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie, etc. Donc, un peu partout, c'était la même chose. Et dans d'autres continents aussi, c'était la même histoire. À l'époque, la religion était un peu la définition de ce que tu étais. Oui. Aujourd'hui, c'est différent, heureusement, et on se rend compte que c'est mieux nous rendre autour d'une table et parler et régler. Et c'est ce qu'on est en train. À votre avis, quel est le grand héritage de cette période, tout en étant de cette période arabe en Espagne? Qu'est-ce que l'Espagne a aujourd'hui qui vient de là? Nous avons, pour commencer, des centaines de mots. Oui. Dans la langue espagnole, il y a beaucoup de mots qui n'ont pas origine latine, mais origine arabe. Donc ça c'est pour commencer. On a une tradition agricole qui, partiellement, vient des Arabes qui ont beaucoup fait de toutes sortes de cultifs nouveaux qui sont rentrés en Espagne, et nous les gardons aussi. Et bon, on a une relation de voisinage qui quelquefois est difficile et quelquefois est très bonne. Mais les voisins, vous savez, c'est comme ça. Tu ne peux pas les choisir. Donc, mais on essaye de trouver des solutions. La dernière période que nous allons évoquer, avant de rentrer vraiment, on fait un peu le tour de l'Espagne, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale, la période franquiste. Les Espagnols, même aujourd'hui, dans la mémoire collective de votre pays, quelle est la place qu'ils accordent à cette période? Bon, évidemment, ça, c'est très marqué si tu es de droite ou de gauche. Cela dit, la période franquiste, ça a été une espèce de couteau à double tranchant. C'était une dictature, ce n'était pas une démocratie, et malheureusement, c'était une dictature qui est sortie d'une guerre civile. Et les guerres civiles sont, vous avez malheureusement l'expérience, c'est la chose la plus dure qui peut se passer à une nation. C'est vraiment horrible. On a eu une guerre civile de 3 ans, destructive du pays et des fondements sociaux de la nation. Et c'est une dictature qui a duré pendant 40 ans, malheureusement. Bon. Mais en même temps, à la fin du période, il y a eu un processus de modernisation économique très important qui a aidé après à la transition, démocratique du pays. Heureusement, quand le général Franco est mort, le roi Juan Carlos a bien compris ce qu'il fallait faire, et avec la coopération de toute une série de politiciens, bon, on a créé un système démocratique parlementaire comme celui que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a milité pour le retour de la monarchie, alors qu'il y avait cette interruption franquiste? Et pourtant, vous êtes entouré par des républicains, donc que ce soit le Portugal, que ce soit la France. Ces pays ont connu des révolutions comme chez vous, mais aujourd'hui, l'Espagne est un royaume. Et d'ailleurs, respect pour Sa Majesté, c'est un royaume. Mais qu'est-ce qui est le fondement? Le fondement, c'est la tradition. Nous, on était un royaume pendant des siècles. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que on a décidé de faire une transition en respectant au maximum possible le système juridique qui avait été créé. Donc, le successeur de Franco, c'était un roi,
Mais c'était un roi dictateur. Et c'est le roi qui a dit non, je veux être un roi démocratique. Alors on a changé la constitution et on a fait une constitution démocratique. C'est le choix du C'est le roi. choix, bon, c'est le choix du roi. Évidemment poussé un peu par Évidemment, l'opinion. et c'est qui a bien compris les désirs de son peuple. Oui, bien sûr. Il a bien interprété, c'est ce qu'il fallait faire. S'il s'était trompé, il ne serait plus roi. Parce que le peuple voulait une démocratie. Mais il a bien compris qu'il fallait faire la démocratie. Mesdames et messieurs, ici, si vous nous rejoignez maintenant, je suis avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne à Kinshasa, avec lequel nous partageons un moment de confidence entre des personnes qui aiment leur nation, mais surtout qui aiment aussi l'humanité. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes sorti de votre pays, vous êtes allé dans un autre pays pour être ambassadeur, et je voudrais ici évoquer votre séjour en Chili. Pays lointain, qui n'est pas très connu ici à Kinshasa, mais bon, là on parle l'effet de l'histoire, mais c'est un pays qui produit le cuivre comme nous. Nous avons pratiquement les mêmes. Quand vous comparez ce pays-là et celui-ci où vous êtes, quels sont les éléments de connaissances que vous pouvez nous partager? Chili, c'est le premier producteur de cuivre du monde, avec grande différence avec le numéro 2. Ils font les cuivres depuis plus d'une centaine d'années avec une grande compagnie équivalent à ce qui était chez Camille à l'époque, qui s'appelle Codelco, mais avec aussi des grandes compagnies privées. Et c'est un système très bien organisé, c'est un système qui fonctionne très bien et qui a produit de bons bénéfices au gouvernement. Et avec ces bénéfices, ils ont pu faire beaucoup de choses pour la population. Donc c'est un élément basique du pays. Mais au fond, l'élément basique du pays, c'est le cuivre, évidemment, du point de vue économique, mais c'est aussi l'état de droit. Parce que là, il y a un système qui fonctionne très bien, une bureaucratie qui est assez bien organisée aussi, des gouvernements démocratiques depuis 30 ans, heureusement. D'ailleurs, c'est le prochain dimanche, on aura des élections. Mais bon, c'est un pays vraiment très très bien organisé. C'est par rapport à d'autres pays latino-américains, c'est vraiment un modèle. Voilà. Alors, dans ce pays-là, vous avez travaillé pendant quelques années et je vois ici, à côté de moi, oui. Vous avez reçu, j'espère que la caméra va me permettre de montrer c'est quand même... C'est des perrons. Des perrons que l'on... Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Mais ça, c'est utilisé par les cowboys de Chili voilà. Pour mettre dans leur botte. Donc, on met ça dans le botte. On fait ici pour pouvoir éperonner le cheval. Le cheval qui court. Donc, ça c'est les couleurs du drapeau chilien. Donc, ce sont des éperons de décoration. Mais ça, c'est une des caractéristiques. Quelle est la symbolique? Pourquoi on vous a donné ça? Parce que, au fond, la tradition du cowboy est venue d'Espagne. Mais pour eux, aujourd'hui, les cowboys, c'est très important dans la mythologie chilienne. Oui. Parce que les Chili étaient une nation, avant les cuivres, était une nation où il y avait l'élevage. Et c'était l'élevage c'était l'élevage des vaches et l'élevage des chevaux. C'était très très important. Ils sont un peu comme les Argentins, ils aiment beaucoup la viande, ils aiment la viande dans toutes sortes de choses avec du bon vin. Donc on vous a donné les éperons. Et ça a été un cadeau des amis. Ah, magnifique, pour que vous puissiez éperonner votre vie. Oui, parce que moi, je ne connais rien des chevaux. Je dois dire que je suis plutôt un piéton. Alors vous avez éperonné votre cheval jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. Oui, on voulait m'envoyer à un endroit très froid. Et moi, j'ai dit, non, écoutez, moi j'aime bien l'Afrique. Je connaissais l'Afrique à cause de la Guinée équatoriale. J'aime bien la chaleur, j'aime bien les caractères gays de la région, les Africains.
Et j'ai bataillé, et comme l'expliquait à son Excellence le président de la République un jour, mes amis étaient plus puissants que les amis d'autres candidats. Et vous êtes venu ici. Nous allons évoquer tout à l'heure votre mandat ici à Kinshasa, mais j'aimerais quand même que nous parlez-nous un tout petit peu du roi d'Espagne, parce qu'aujourd'hui, nous avons celui qu'on appelle le roi, le père, oui. Et puis il y a le roi Philippe, oui. Qui n'est malheureusement pas encore venu dans notre pays. J'espère que vous allez agir pour qu'un jour... Je mérite beaucoup qu'il vienne. J'espère qu'un jour il va venir. Je suis sûr qu'un jour il va venir avec son épouse, la reine. C'est un jeune homme. Il a 50 ans, donc pour moi c'est très jeune, évidemment. Et je vois déjà la photo là, vous êtes en tenue. Je suis en tenue diplomatique avec, à l'époque, la présidente de la République de Chili, Madame Bachelet, qui aujourd'hui dirige l'Organisation des Nations Unies pour le droit humain et qui auparavant était la directrice de ONU-FEM. Mais elle a été 2 fois présidente de la République. Et le président de la République au Chili, c'est comme le président américain, il a tout le pouvoir. Il n'y a pas de premier ministre. C'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui le chef de l'exécutif. Et il a tout le pouvoir. Alors, elle avait tout le pouvoir. Elle avait été la première femme à être ministre de Défense à une époque. Et puis, elle est devenue présidente de la République. Et dans son système, tu ne peux pas répéter immédiatement. Tu dois attendre au moins une législature pour revenir. C'est un peu comme chez nous aussi. C'est ce qu'elle avait fait. C'est ce qu'elle a fait. Et une grande dame. Non, ça c'est vrai parce que c'est le plan mondial. Mais je crois que les diplomates chez vous, vous avez une tenue. Bon, chez nous, on garde encore cette vieille tenue qu'on emploie très rarement. Mais dans le cadre de votre fonction. Mais quand on va dans un dîner d'État, par exemple, oui. Dans le Palais Royal à Madrid, on peut porter la tenue. Avec une condition, tu ne portes pas ton épée. Parce que la tenue, ça inclut une épée. Oui, donc oui. tu ne peux pas rentrer au Palais Royal avec l'épée. Alors vous voyez, vous êtes chevalier de l'ordre d'Isabelle la catholique. Oui. Vous êtes aussi en même temps officier de l'ordre de mérite civil. Oui. Vous avez reçu beaucoup de nominations par les pays étrangers. Oui. Vous êtes grande croix de l'ordre de Bernardo Higgins de la République du Chili. Oui. Vous êtes aussi grande croix de mérite de la République. Donc vous êtes commandant de 3e degré de l'ordre du roi Abdul Aziz de l'Arabie Saoudite. Et vous êtes aussi officier de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Vous êtes officier de l'ordre du mérite de la République italienne. Ils sont trop généreux. Voilà, vous êtes chevalier de l'ordre du mérite de la République française. Oui. Et vous êtes commandant de l'ordre de Hussein Alaouite du Maroc. Ça fait quand même beaucoup sur vos épaules. Ou bien ça va? Non, tous ces hommages, tous ces honneurs. Je ne le mérite pas. Mais c'est très agréable de les avoir. Et quand j'ai l'occasion, comme par ici on ne voit pas très bien. Ici, c'est la bande de la grande ordre d'O'Higgins, qui est un des grands libérateurs de l'indépendance chilienne. Et bon, on ne voit pas ici très bien, mais il y a d'autres. Mais pour un homme qui aime l'administration, la discrétion, vous coulez sous les honneurs. Non, mais écoutez, ça vient avec la vie diplomatique. Mais l'important dans la vie diplomatique, c'est une autre chose. L'important dans la vie diplomatique, c'est aider à la relation bilatérale entre ton pays et le pays où vous êtes. Et ça, c'est la préoccupation de tous les diplomates. Nous voulons qu'il y ait des meilleures relations et des contacts plus étroits entre les uns et les autres. Et c'est ce que je cherche de faire ici. Et depuis que vous êtes là, ça fait une année, il faut quand même remarquer, monsieur l'ambassadeur, qu'il n'y a pas encore beaucoup d'échanges entre l'Espagne et la République du Congo. Et pourtant, nous avons un ambassadeur comme vous. Qu'est-ce qui fait que les échanges entre nos deux pays ne sont pas revenus du temps ancien?
Pourquoi ça va prospérer? Mais d'abord parce que les choses sont toujours pas faciles et parce que les sociétés évoluent peu à peu. Et ça, il faut le reconnaître. On a des possibilités toujours limitées d'influencer ce qu'ils font les gens. Deuxième chose, on est en train de vivre le Covid. Et le Covid, c'est vraiment une barrière entre nous tous. Malheureusement, c'est comme ça et ça continue. Ça va continuer apparemment encore quelques mois. On pensait que c'était fini, mais voilà qu'est-ce qu'on a. Ça a repris, nous sommes dans la 4e vague. On est ici. Vous en êtes Europe, on est dans la 5e. On a la 6e vague. Et donc, c'est le Covid qui vraiment empêche de voyager, etc. C'est devenu très, très compliqué parce qu'en fait, du tout. Et surtout, il faut convaincre mes gens en Espagne que ça vaut la peine de venir au Congo. Et ça prend du temps. Mais écoutez, il faut s'aimer. Et quelquefois, ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est un long chemin. Mais si on ne commence pas le premier pas, on n'arrive pas à la fin. Et moi, ça ne m'inquiète pas. Peut-être je travaille pour mon successeur. C'est possible. C'est possible. Voilà. Mais je sais que le long terme, écoutez, pour nous, aujourd'hui, en Espagne, il y a un plan stratégique officiel du gouvernement qui dit que l'Afrique atlantique est fondamentale pour nos intérêts. Et c'est vrai que pour nous, c'est plus facile maintenant d'aller au Sénégal, qui est plus proche, que venir ici. Mais on sait déjà, vous êtes dans les radars. On connaît très bien que la RDC est une plateforme basique pour la stabilité de l'Afrique. Donc, on sait qu'on doit faire plus d'attention et qu'on doit faire des efforts. Et peu à peu, on le verra. Vous êtes aussi ambassadeur, vous participez aussi à la réflexion générale de l'Union européenne. Oui. Et dans le cadre de cette coopération avec l'Union européenne, vous agissez quand même pour le pays. Alors, nous sentons aussi au niveau de l'Union européenne que les volontés antérieures ont cessé. Et pourtant, notre pays a fait beaucoup d'efforts. On est au 3e cycle électoral. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le cadre des droits de l'homme et surtout des droits politiques. Oui. Mais en même temps, nous avons compris qu'il y avait beaucoup de coopération pendant la période dictatoriale de Mobutu que pendant la période démocratique. Ce qui est quand même assez un contraste. Les Européens aimeraient bien les dictateurs que les démocrates. Non, pas du tout. Non. Je pense que, je ne suis pas sûr si ce que vous dites est exactement... Écoutez, nous, on est en train de dépenser ici, comme Union européenne, au moins 100 millions de dollars par année. Sans compter ce qui est fait bilatéralement par l'Allemagne, la Suède, la Belgique, la France et d'autres pays de l'Union européenne. Plus ce qui est fait par d'autres pays comme les Britanniques, les Américains, etc. Donc, non, les Suisses, par exemple, ou la Norvège qui vient d'ouvrir une ambassade. Donc, il y a un grand effort. Et, pas oublier surtout, les organismes financiers internationaux qui sont en grande partie financés par nous, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Donc, non, il y a un grand effort. Écoutez, la Banque mondiale vient de nous annoncer qu'ils vont tripler les efforts économiques ici. Et la Banque mondiale, évidemment, c'est mondial, il y a une partie très importante des fonds de la Banque mondiale qui vient de l'Europe. Donc, non, on est en train de faire un effort parce que nous avons l'espoir que les réformes qui ont été annoncées vont devenir réalité et les pays vont changer. Et je pense que dans ce sens-là, les discours qui vient de prononcer son Excellence le Président de la République à la Nation, c'était un très bon diagnostic des problèmes du pays et des priorités qu'il faut prendre. Il a parlé, bon, nous savons quoi il a parlé, mais moi je voudrais, par exemple, signaler comme petit détail tous les kilomètres de routes goudronnées qu'il a annoncés. Et nous savons tous que ça c'est essentiel pour le développement économique d'un pays
et que vous avez une quantité de routes goudronnées qui, par rapport à votre extension, est minuscule. C'est minuscule, non par rapport à l'Europe, c'est minuscule Notre par espace rapport est très grand à l'espace. au reste du pays africain. Donc c'est clair, c'est un engagement concret et c'est un engagement fondamental parce que c'est évident que sans des routes goudronnées et sans des routes du désert agricole, on ne pourra pas faire un développement économique qui permet à la population d'avoir de la nourriture bon marché. Vous n'êtes pas simplement ambassadeur dans les bureaux, vous décidez aussi parfois de sortir et d'aller sur le terrain. Et j'ai appris que vous revenez d'un voyage à l'intérieur du pays. Vous étiez à Kananga, vous étiez à Tchikapa, vous étiez aussi, je crois, à Lubumbashi. Alors, c'est votre première sortie à l'intérieur du pays? Non, c'est pas la première. Ah, donc vous étiez parti ailleurs aussi. Ok. Je connais Nord-Ubangi, par exemple. Ah, vous allez à Nord-Ubangi. Et je connais Ituri. Oh, magnifique. Donc, j'essaye. Écoutez, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Moi, je crois fermement, nous, on est une ancienne métier, mais on n'est pas le plus ancien métier du monde. Le plus ancien, c'est un autre métier, donc peut-être il ne faut pas en parler aujourd'hui. Mais on a des coïncidences avec le plus ancien métier du monde, dans le sens que, A, nous travaillons pour faire des contacts, et B, les contacts se font à la rue. Donc, on doit sortir de notre bureau. Si je ne voyage pas, je ne peux pas expliquer à mon gouvernement c'est quoi la RTC, c'est quoi le monde. Donc je dois aller n'importe où je peux y aller quand c'est possible. Et alors il y a quelquefois l'ONU qui organise des voyages avec une délégation des ambassadeurs. Moi j'en profite chaque fois qu'on me dit est-ce que vous voulez? Je dis oui, immédiatement. Et heureusement mes autorités me donnent la permission et me donnent les frais pour aller, etc. Donc, je ne peux pas me prendre, vraiment. Donc, vous avez été, je voudrais quand même que vous étiez à Kananga. J'étais à Kananga et à Tchikapa. À Tchikapa, et les rapports qui ont été publiés par le PNUD disent que la région du Kasaï, c'est quand même l'épicentre de la pauvreté, qu'il y a énormément de pauvreté dans cette partie du pays. Vous avez la même lecture? J'ai l'impression qu'il y a un grave problème économique. J'ai l'impression, même si je ne suis pas un expert, j'ai l'impression que malheureusement, c'est un problème d'enclavement de la région. Alors ça, je peux vous dire, l'Union européenne va payer les goudronnages des 140 km dans la route numéro 1 qui reste pour arriver à Kananga. Donc on va faire jusqu'à Tchikapa et de Tchikapa aussi à Kananga. C'est 140 km. C'est à peu près une somme de 140 millions de dollars. Donc c'est un effort, c'est une donation. Ce n'est pas un prêt, c'est une donation. Et ça va permettre évidemment à toute la région d'envoyer leurs produits en moins de 2 jours au marché de Kinshasa. Et ça, évidemment, devrait produire un effet de richesse fondamental. Et je vois que Son Excellence le Président aussi croit à cette question et qu'il a annoncé beaucoup de choses dans son discours. Et bon, je pense que c'est je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai. Mais écoutez, ce n'est pas mon travail de dire lui, il est le président, il décide. Mais je pense que vraiment, il faut souligner que vraiment, ça, c'est une très bonne idée. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai, vous avez dit qu'au niveau de la coopération, vous êtes encore dans l'ensemencement et que nous espérons aussi que dans quelques mois ou quelques années, l'Espagne, en tant que puissance européenne, puissance historique, même puissance symbolique, l'Espagne pourra rentrer ici avec des entreprises espagnoles pour qu'elles puissent s'installer ici. Mais je me bats chaque jour pour ça et j'espère qu'on verra des résultats. On verra des résultats dans l'année prochaine. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. Alors, cette émission, je vous l'ai dit au début, c'était une émission que j'offrais comme cadeau parce que vous êtes quelqu'un qui partageait, et d'ailleurs, nous venons de le constater.
Alors, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent ce soir, des gens qui se battent avec la vie, qui peut-être pensent qu'il faut quitter le Congo, il faut aller, ce Congo ici ne nous donne rien, il faut passer par l'Espagne, par le Maroc et aller dans les îles espagnoles et arriver en Europe. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont désintéressés par le destin de leur pays et rêvent d'aller en Europe. Je voudrais, si vous pouvez me permettre, que vous puissiez vous adresser aux jeunes. Mais écoutez, là, c'est facile pour moi, ici, dans cette magnifique résidence, de dire des choses. Mais, très sincèrement, les meilleurs services que vous pouvez vous faire à vous-même et à votre pays, c'est rester ici et lutter pour un meilleur pays ici. C'est vous qui allez faire le futur de votre pays. Ce n'est pas nous, les étrangers. C'est vous, les Congolais, qui, d'une façon ou d'une autre. Et je comprends que ce n'est pas facile. Parce que quelquefois c'est compliqué, on a des obstacles. Écoutez, nous avons tous des obstacles. En Espagne, nous avons aussi un problème avec la jeunesse. Beaucoup de jeunes en Espagne n'ont pas de travail. Il y a des milliers de jeunes qui sont partis à d'autres pays européens. Moi-même, 2 de mes enfants sont partis, même si maintenant ils sont en train de revenir. Mais, alors je comprends que de temps à autre, mais cette idée de partir n'importe comment, prendre un voyage terrible, illégal, et écoutez, normalement, vous aurez toutes sortes de problèmes. Vous allez subir des violences. Vous serez exploité. Surtout, si vous permettez, n'allez en tout cas par la Libye. C'est une folie aujourd'hui, l'exploitation des immigrants en Libye. Il y a des histoires horribles chaque jour dans les journaux. Mais en tout cas, j'insiste, il faut lutter. La meilleure chose, c'est lutter dans ton pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et je rappelle l'autorité que j'ai recevue, monsieur l'ambassadeur Carlos Robles Fraga de l'Espagne, Royaume d'Espagne, entre pays. Vous avez suivi. Ce n'était qu'une première émission à laquelle je l'ai invité parce que nous devons aussi, d'une manière ou d'une autre, raffermir les liens. Au-delà des pays, il y a des peuples. Et au-delà des peuples, il y a des hommes. Aujourd'hui, nous avons eu un homme brave, un homme bien, que je vous recommande de fréquenter si vous pouvez, parce qu'on apprend beaucoup à ses côtés. Merci beaucoup, M. Ambassadeur. Merci à vous, cher collègue. C'est donc la fin de cette émission pour la parole. Je vous réitère mes vœux de Noël et j'espère que le Christ qui naît dans nos cœurs va aussi nous donner la force de faire face aux défis qui nous attendent dans l'année qui va commencer 2022. Bonne année et à la prochaine.